Heureuse de vous retrouver pour la deuxième partie de votre sujet, le cancer du col de l'utérus, cette maladie silencieuse qui tue à petit feu des millions de femmes dans le monde et surtout en Afrique. Dans la première partie, nous avions parlé, expliqué en profondeur ce que c'est que le cancer du col de l'utérus, comment on peut l'attraper, les causes de la maladie, entre autres. Et aujourd'hui, nous allons parler des traitements du cancer du col de l'utérus avec le docteur Djeri Yaya Mohamed. C'est tout de suite. Bien, bonjour à vos chers téléspectateurs de la Panafricaine et bienvenue dans votre émission Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Comme vous le savez, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis toujours en compagnie des filles de choc. Bonjour les filles. Bonjour Camille. Comment allez-vous? Bien. Ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie, le cancer du col de l'utérus qui touche beaucoup de femmes. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie que nous allons en parler avec le docteur Djeri Yaya Mohamed, gynécologue obstétricien à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. C'est ça, docteur Djeri? Bonjour. Bonjour, madame Merci Traoré. d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, docteur Djeri, la dernière fois, nous avons vraiment parlé en profondeur du cancer du col de l'utérus, c'est que c'était les causes, également la prévention, tout et autres. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence par le dépistage. La dernière fois, vous nous avez dit pourquoi il était important de se dépister. Maintenant, moi, j'aimerais savoir à quoi s'attendre lorsqu'on va faire un dépistage. Oui. Merci beaucoup. Merci, madame Traoré. J'ai dit bonjour aux téléspectateurs de Africa Télévision. Effectivement, la fois passée, on avait discuté du cancer du col de l'utérus. Effectivement, le volet le plus important dans les cancers du col de l'utérus, c'est le dépistage. Puisque, comme on l'a dit, c'est une maladie lente qui évolue sur 10 à 15 ans pour donner les vrais cancers invasifs, c'est-à-dire les cancers qui vont tuer. Donc nous, pour notre avis, toute femme qui a un cancer du col de l'utérus, en réalité, c'est le manque d'information, c'est la sous-information. Sinon, si on s'est fait dépister, on n'aura jamais un cancer invasif et puis qui va tuer. Parce qu'on va voir, même pas le cancer, mais la lésion précancéreuse. Précancéreuse, c'est-à-dire la lésion qui précède les cancers. Et la lésion qui précède les cancers, comment on peut la voir? Il n'y a aucun signe de ces lésions sur le col qui précède les cancers. Donc je rappelle que le col de l'utérus, excusez-moi du terme, c'est dans le vagin de la femme. C'est le bout de l'utérus. L'utérus, c'est l'organe qui sert à conserver les bébés et à 9 mois, la femme accouche. Donc on ne le voit pas. On ne le voit pas, mais il est facile à voir pendant un examen gynécologique. Souvent, les gens qui sont partis chez les gynécologues ou souvent chez la sage-femme, on met un petit instrument et qui se met selon les règles de l'art, comme je l'ai toujours dit. Quand on le met selon les règles de l'art, ça fait pas mal, ça fait pas du tout mal. D'accord. Souvent, il y a on l'appelle le spéculum en termes gynécologiques. Il y a des spéculums usage unique même qui sont en plastique. Voilà. Mais les spéculums métalliques qu'on utilise dans les hôpitaux, c'est bien stérilisé. Donc, une journée, chaque femme a son spéculum. Donc, jamais de la vie, deux femmes peuvent utiliser le même spéculum la même journée. Ça, c'est pas possible. Si c'est mis selon les règles de l'art, on voit le col de l'utérus qui est là. Voilà. Donc, le dépistage, c'est 3 temps. Nous, on veut voir les lésions précancéreuses, qui ne sont pas les cancers. Mais qui, au cours de l'évolution de la vie de la femme, en 10-15 ans, vous imaginez, vont se transformer en cancer. D'accord. Donc ces lésions précancéreuses, à quoi on doit s'attendre? Pour moi, pratiquement pas de douleur, un petit désagrément. Et puis ça passe. Juste un petit désagrément de quelques minutes. On vous examine, voir si vous n'avez pas une maladie grave qui pourrait vous emporter à 45 ou 50 ans. Juste accepter un petit désagrément de quelques minutes. Et pendant le temps, là, souvent, il y a certaines maladies précancéreuses qu'on peut traiter pendant... Juste on fait le dépistage, immédiatement on traite. On traite, d'accord. Donc c'est ce que je disais l'autre fois, c'est la stratégie see and treat, c'est de l'anglais, voir et traiter. Exactement. Pendant le moment de l'examen, on voit la lésion et on met de c'est ce qu'on appelle la cryothérapie, c'est sous forme de pistolet, on applique sur le col, on ouvre le gaz qui est du reste, il y a du gaz carbonique là-dedans, ça se gèle au bout du truc. C'est comme geler une partie du corps et ça détruit les cellules précancéreuses. D'accord. Très rapide. J'ai une question. Ouais. Il vient tout juste de parler des lésions précancéreuses. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des stades. Alors, quels sont les stades du cancer?
Ah oui, ça c'est compliqué. Le stade du cancer, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une bonne question parce que, comme on l'a dit, Madame Traoré se souvient, moi j'ai dit, nous n'avons pas envie de voir les cancers en réalité. Ok. Parce que le dépistage est là. Mais maintenant, le stade du cancer, au stade 1 de la maladie, c'est-à-dire la maladie est limitée au col. Ok. Au col de l'utérus. Ça ne dépasse pas le col. Et il y a des centimètres, on ne va pas vous embêter avec ça. Au stade 2 de la maladie, non seulement le col est atteint, mais la maladie se propage un tout petit peu. D'accord. Au stade 2A, c'est encore le col, mais quand on va à DB, il y a les paramètres. Ça, c'est les termes ça, c'est Médical. les paramètres, on va jusqu'au stade 3, c'est vrai, mais au stade 2 déjà, 2B déjà, la maladie, elle est étendue. C'est sur le col, mais il y a des terminologies 2A, 2B, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est que ça dépasse un peu. Au stade 3, dans ça aussi, à 3A, 3B, au stade 3, les paramètres, c'est au niveau de l'utérus, c'est des territoires anatomiques qui sont atteints. Et on peut avoir hydronéphrose, c'est-à-dire la tumeur est là, c'est une masse qui est là, qui va faire en sorte qu'il y a compression des voies excrétrices des urines. Okay. Donc il y a ce qu'on appelle l'urtère qui va se dilater. Et ça peut à la suite donner des insuffisances rénales. On appelle ça urétro-hydronéphrose. Donc parce que dans l'évolution de la maladie, ça fait très peur. Et au stade 4 maintenant, il y a stade 1, stade 2, stade 3. Plus on avance, plus la maladie elle est grave. 1, 2, là c'est le col. Quand on va à 3, ça va un peu plus loin. Au stade 4 maintenant, les organes voisins, parce que quand on prend cet organe qu'on appelle utérus, c'est cet organe, je le rappelle, qui garde les bébés à 9 mois, la femme accouche. Devant l'utérus, il y a la vessie. La vessie qui sert à emmagasiner l'urine. Si elle est pleine, on a envie d'uriner, on va. Et derrière, il y a les rectums. Donc, stade 4, la tumeur va dans la vessie. Et ça va dans le rectum. D'accord. Et souvent, il peut y avoir des métastases. Les métastases du cancer, c'est ce que nous appelons ces ambassadeurs qu'ils envoient au niveau du foie, au niveau du cerveau souvent, au niveau du poumon, au niveau des os. Et là, la maladie est généralisée. D'accord. Alors, docteur Géré, pour une femme qui est déjà atteinte du cancer du col de l'utérus, elle est déjà enceinte. Alors, est-ce qu'on peut lutter naturellement contre le cancer ou il faut vraiment un traitement médical? Ça dépend. Une femme enceinte qui a le cancer, Oui. si elle est au premier trimestre de la grossesse, c'est-à-dire la grossesse, elle n'est pas allée loin. Elle n'est pas là. Ce qui est indiqué, c'est de faire une interruption thérapeutique de la grossesse. Et c'est accepté par la loi. Ok. Parce que pour nous, chaque fois, si c'est une femme qui a des enfants, surtout le plus souvent, la grande multiparité, le fait de faire beaucoup d'enfants aussi, il y a des gens qui disent que c'est un facteur de risque de faire un cancer du col de l'utérus. Mais c'est juste, je vais vous dire, la maladie, c'est une maladie sexuellement transmissible. C'est juste ça. On peut faire 10 enfants quand on se fait suivre correctement avec le dépistage des lésions précancéreuses. On ne va pas faire les cancers invasifs en une journée. Personne en une journée ou en 2-3 mois ne fait les cancers invasifs. L'évolution prend du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, si elle a des enfants et qu'elle est au début de la grossesse, on procède à l'interruption de cette grossesse pour pouvoir se concentrer sur le traitement, du cancer. Parce que la chimiothérapie peut entraîner des malformations, des dégâts chez le fœtus. D'accord. Donc il ne faut pas l'exposer. Maintenant, si elle est à 9 mois, on lui a diagnostiqué un cancer, mais on l'a fait accoucher. On l'a fait accoucher. Par césarienne? Soit le plus souvent par césarienne, si la tumeur est assez étendue, parce que vous imaginez, il y a une tumeur sur le col. C'est le col qui s'ouvre pour que le bébé puisse sortir. Donc ça sera des difficultés. Donc c'est sûr par césarienne. Et probablement pendant le temps de la césarienne, on pourra voir si on peut faire les traitements en enlevant tout l'utérus, qu'on appelle hystérectomie. L'ablation de l'utérus. Et voilà. C'est ça. Donc ça dépend de l'âge de la grossesse. Et l'ablation de l'utérus, là, ça ne va pas créer des problèmes chez la femme? Non, pas du tout. Ça, c'est une très bonne question. L'ablation de l'utérus. L'utérus, c'est juste pour garder les bébés et à 9 mois, la femme accouche. Aussi, c'est l'intérieur de l'utérus qui saigne pour que les règles puissent venir. C'est juste pour ça. Donc, ça ne modifie en rien la vie de la femme, même sa sexualité, ça ne modifie pas ça. D'accord. Il n'y a pas d'autres conséquences. C'est juste pour les bébés. Ça ne donne pas de séquelles. Il n'y a pas de quelqu'un qui a eu une ablation de l'utérus et quelqu'un de maladif qui... Non, pas du tout. Vous venez de parler de chimiothérapie pour les traitements, n'est-ce pas? Il y a également la radiothérapie. Est-ce que ces traitements sont adaptés à chaque stade
ou bien il faut impérativement appliquer tous les traitements à chaque stade? Il y a des indications au stade, il y a les carcinomes in situ. Les carcinomes in situ, c'est-à-dire les cancers in situ, c'est-à-dire c'est juste pontiforme, c'est sur le col. Ok. Pour là, on a juste besoin de faire ce qu'on appelle enlever l'utérus, ce qu'on appelle hystérectomie, ablation de l'utérus, et c'est tout. Parce que c'est juste limité au col. Et c'est rare de voir ça chez nous. Maintenant, plus on va dans les stades 2A, 2B, 3, 3A, 3B, 4, vers les stades 3, 2B déjà, selon les recommandations internationales, il y a beaucoup de gens qui hésitent. Ils commencent par la radiochimiothérapie. Mais souvent, s'il y a des possibilités, qu'est-ce qui fait qu'on ne parvient pas à faire l'hystérectomie? Souvent, c'est que les cancers se propagent, c'est collé partout, tous les organes sont touchés. sont collés, atteints. Tu ne peux pas enlever tous les organes de quelqu'un, sinon une chirurgie, c'est fait pour que la personne puisse survivre, pas tuer la personne. Donc, voilà, la radiochimiothérapie, elle est indiquée à partir de 2B, 3. Ok. Les autres stades en haut, 2, A, les restes 1, voilà, tout ça, on peut faire la chirurgie. Mais, même souvent dans ces stades précoces, on peut faire des petites doses de chimiothérapie, de radiothérapie, parce qu'on ne sait jamais s'il y a des petits ganglions, des petites cellules cancéreuses quelque part dans le corps de la personne. Alors, Dans les stades 3 et 4, je vais finir. Là, c'est la radiochimiothérapie. La chirurgie n'est pas indiquée. Ok. Parce que la maladie a tellement évolué, vous imaginez. Et j'avais oublié de dire, lorsque le cancer est propagé au niveau de la vessie, ça peut donner un petit trou dans la vessie, fistule vésico-vaginale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Si. Ça, c'est les femmes Qui ne peut plus qui n'ont pas envie d'uriner. Oui. Alors, quand je dis qu'ils n'ont pas envie d'uriner pratiquement, parce qu'il y a un trou, elle boit, l'urine vient, elle ne se rend même pas compte. Ce n'est pas de sa faute, elle n'est pas sale, c'est la maladie. Waouh. Donc le cancer dans son évolution peut entraîner une fistule vésico-vaginale. C'est-à-dire qu'il y a une communication entre la vessie et les vagins. Dire que juste un petit examen de 5 minutes permet à une femme d'éviter une maladie aussi grave. Si la maladie se propage au niveau du rectum, ça peut donner une fistule recto-vaginale. Vous imaginez une femme qui a les selles à travers le vagin. Wow. Parce qu'il y a une communication, elle ne se rend pas compte. Ok. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour ça que moi j'ai dit, nous n'avons pas envie de voir en réalité les vrais cancers invasifs. Nous voulons voir les lésions précancéreuses ou au plus les carcinomes in situ, c'est-à-dire juste limité au col. Comme le disait. Voilà. Donc nous serons très contents que nous soyons là ou pas de temps à autre sur vos plateaux. Toutes les présentatrices de télévision, de radio de nos pays doivent à chaque fois qu'elles commencent leur émission dire que mes sœurs, allez-y vous dépister. Cancer du sein, cancer du col. Au début de l'émission et à la fin de l'émission. On vous le promet de le faire en ce mois d'octobre. Octobre rose, lutte contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. On va le faire, Inch'Allah. Toute l'année. Si c'est possible. Vos mots m'ont tellement fait froid au doigt un certain moment. Je n'étais même plus dans l'émission. Je l'imaginais en fait. Ce que vous venez de dire. Alors, hier, on m'envoie une question, juste après l'émission. Il y a une dame qui demandait, est-ce qu'une femme infectée du cancer du col de l'utérus peut transmettre ce cancer-là à son époux lors des rapports sexuels? Si elle est transmissible d'abord. On l'a dit, c'est un virus, le papillomavirus. Exactement. En anglais, vous allez voir souvent HPV, Human Papilloma Virus. Et c'est sexuellement transmis. Donc, c'est sûr et certain, une femme qui a soit un condylome qu'on appelle les crêtes de coq, je dis en Bambara, une femme qui a ça, c'est sûr que son mari a les HPV. Mais comme je dis, l'homme dans son anatomie, sa façon d'être, quand il se lave, il y a beaucoup de choses qui passent. Mais comme je dis, il y a le cancer du pénis, c'est dû au même virus HPV. Exactement. Ça peut faire en sorte que le pénis, il nécrose et il tombe. Waouh. Il y a d'autres, ça entraîne d'autres cancers, on l'a dit, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, si, c'est quoi? Une femme qui a une lésion précancéreuse ou une lésion cancéreuse là, si elle a une coépouse, c'est de dire à cette coépouse de se faire dépister, de se faire suivre correctement. Parce que, vous voyez, comme j'ai dit. Wow. Parce que l'organisme élimine ces virus, on l'avait dit. Mais souvent, c'est un combat. Parce qu'il y a toute une guerre, c'est un combat. Souvent, le système immunitaire, c'est-à-dire nos moyens de défense gagnent, mais souvent, ils ne gagnent pas. Exactement. Donc, des fois, ils ne gagnent pas, les virus restent dans le corps et
il se donne 10 à 15 ans pour causer ces dégâts. Ça circule Voilà. dans la famille comme ça. Oui, ça fait que tout le monde est contaminé. Mais en l'homme, même temps. voilà, comme j'ai dit, l'homme, à moins qu'il soit, voilà, au niveau du pénis, c'est assez rare, les cancers du pénis même, c'est assez rare. Et, sauf si c'est dans un endroit, effectivement, comme l'organe génital de la femme, le virus, il est là-bas, il y a des petites infections, il y a des petites plaies qui font que le virus, il s'incruse dans ça, il refuse de sortir. Voilà, il court moins de risques. Mais c'est sûr, une femme qui a une lésion précancéreuse ou une infection à HPV, son mari a eu le HPV à un moment de sa vie, il peut l'avoir au moment au tenté. D'accord. Ouais. Alors, comment vivre avec un cancer du col de l'utérus? Surtout pour nous, les femmes en Afrique, on sait que c'est pas du tout facile. Vous avez dit la dernière fois, il faut vraiment un suivi d'un psychologue pour vraiment aider la personne à aller de l'avant. Mais vous, en tant que gynécologue, qu'est-ce que vous dites à vos patientes qui, en leur annonçant la première fois qu'elles sont vraiment affectées du cancer du col de l'utérus? C'est une très bonne question. Il y a effectivement nos systèmes de soins, il y a des choses, on a quelques psychologues, hein, mais moi je me dis dans tous les Mali, peut-être qu'on n'a pas 20 psychologues. Or on en a besoin, c'est une maladie chronique, comme vous l'avez dit. Dès que le stade avancé est là, invasif est là, on fait tout pour augmenter l'espérance de vie de la patiente. Okay? Et l'objectif en cancérologie, c'est d'avoir que la personne ait 5 ans. Si la personne vit plus de 5 ans déjà en cancérologie, on a gagné. On a gagné. Comme je vous dis, il y a des gens qui sont en rémission complète, qu'on a guéri des cancers du sein, des cancers du col. Mais c'est des gens qu'on a vus tôt. C'est des gens qu'on a vus tôt. Et la consultation d'annonce d'abord. Pour dire que quelqu'un a un cancer, vous savez que c'est une consultation dans un bureau calme, c'est un vrai psychologue. C'est vrai que nous, à la faculté de médecine, nous avons des cours de psychologie, mais c'est, je crois, juste en deuxième année de médecine. Ça ne fait pas de nous des psychologues, mais on se débrouille. Donc, s'il y a des maladies aussi graves qu'on doit annoncer, on essaye de dire que ce n'est pas la fin du monde. Et c'est vrai, ce n'est pas la fin du monde. On fait tout. Nous sommes là pour calmer la douleur, donner des médicaments pour que la personne puisse garder toute sa dignité. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et voilà. Et on a des très bons oncologues, ils sont de plus en plus nombreux. Ceux qui font la chimiothérapie, on les appelle les oncologues. Ils font un travail extraordinaire en nous aidant. Nous, c'est la chirurgie. Après la chirurgie, la radiochimiothérapie, c'est autre personne. D'accord. C'est d'autres médecins, voilà, ils font de très bonnes choses. Okay. Il faut les accompagner, ils deviennent... c'est des maladies chroniques. Tous ces gens qui ont des maladies chroniques sont des amis des médecins. Ils sont presque la famille. Même moi, avant de venir sur votre plateau, j'ai une de mes patientes cancer du sein qui est au stade terminal, qui est dans le coma. J'étais obligé d'aller la voir. Et puis voilà, c'est ça notre quotidien. Ces malades deviennent nos parents. Contrairement à ce que les gens pensent, nous avons aussi des sentiments et souvent au dernier moment, tu les vis. Tu les vis avec la patiente. Quelqu'un avec qui tu es il y a 6 mois, 9 mois, souvent 1 an, 2 ans. C'est vraiment ton parent et tu te sens plus proche de la personne. Ça devient des liens forts. Bien sûr. Moi, j'ai une question pour le docteur Djiraï. Au fait, vu que le dépistage est gratuit, mais est-ce que le traitement du col de l'utérus aussi est gratuit ici au Mali? Ça, c'est une bonne question. Le dépistage, il est gratuit à plusieurs endroits. Il est gratuit à plusieurs endroits. Mais souvent, ça peut être moyennant 1000 francs, 2000 francs. Mais moi, je me dis que ça, ce n'est rien, quoi. Vous imaginez, selon certains de mes patrons, mon patron, le professeur Tegete Ibrahima, il disait, vous allez voir des femmes qui portent des bassins qui coûtent 100 000, 150 000 francs. Et quand vous leur dites, madame, on doit vous faire le dépistage de lésions précancéreuses à 2000 francs ou à 1000 francs, elle va dire qu'elle n'a pas d'argent. Elles ont de l'argent pour les tontines, mais vous voyez, parce que pour être en bonne santé, les tontines, les femmes, on a être toute belle dans son bassin, il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé. Donc moi je me dis, dans la plupart des CESCOM, c'est pratiquement gratuit. Mais même là où vous partez, où on vous dit que c'est 1000 francs, 2000 francs, et puis une fois par an, tu ne fais pas 2 dépistages dans l'année, un dépistage dans l'année, 1000 francs ou 2000 francs, 365 jours, 1000 francs. Est-ce que parce que quand tu mets 5 francs de côté tous les jours pour 365 jours, c'est beaucoup. Donc, c'est pas... Voilà, mais c'est gratuit dans les CES comme les CCRF, les hôpitaux, je peux vous assurer, Gabriel Touré, Point G. Et les traitements de la chimiothérapie? Les traitements des lésions précancéreuses est gratuit.
Le traitement est gratuit. Le traitement du cancer même, parce qu'on va en parler. Oui. Le traitement du cancer même, il y a, je crois que c'est MSF, oui. MSF accompagne et prend en charge déjà tout ce qui est scanner, les bilans sanguins, la chirurgie, MSF. Mais c'est un projet qui est là. Ok. C'est un projet qui est là. Donc il faut que nos pays se préparent parce que ça, c'est des choses qui doivent continuer dans... Mais il y a une subvention dans la prise en charge du cancer au Mali, les médicaments anticancéreux qui sont très chers. Le gouvernement du Mali fait beaucoup de choses. On paye les médicaments et souvent, il y a des médicaments qui peuvent manquer. Donc, ce qui manque, le malade paye. Avant, quand on disait que quelqu'un a un cancer, quand tu lui donnes une ordonnance, c'est dans les 800 000, 1 million. Mais maintenant, on n'est plus là. L'État subventionne, amène des médicaments et aide ces patients. Et surtout que je vous dis, c'est des gens qui sont, pour la plupart, des gens démunis. Des gens démunis. Donc la chirurgie est gratuite, la chimiothérapie est gratuite. La chirurgie est gratuite quand la preuve du cancer est faite à l'histologie, parce que quand on parle de cancer, là, il y a des gens aussi qu'on appelle des médecins anatomopathologistes. Okay. On prend une petite partie de tissu dans la tumeur, on met dans le formol. Il y a des gens qui regardent au microscope, comme je l'avais dit l'autre fois, qui voient est-ce qu'il y a des cellules gentilles. C'est pas grave, s'il y a des cellules méchantes, c'est les cancers. Et à partir du moment que la preuve est faite, et des médecins anatomopathologistes ont dit que c'est vraiment un cancer, on met les papiers et MSF aide pour beaucoup de choses ces patients. Que ce soit les cancers du col, les cancers du sein. Mais je ne sais pas, le projet, ça va prendre combien de temps? Si ça prend fin, est-ce qu'on revient à la case de départ? Mais c'est là qui pousse à nos gouvernements également de pouvoir prendre le relais, parce que ce sont des trucs pour un moment bien déterminé. Tout à fait. Je voulais continuer en disant que vous n'avez même pas demandé, est-ce que c'est possible de faire la radiothérapie au Mali? La chimiothérapie, on fait il y a longtemps. Est-ce que vous avez demandé si on fait la radiothérapie au Mali? On le fait. La radiothérapie, c'est un traitement qu'on fait au Mali et ça se trouve à l'hôpital du Mali. Père à son âme, le général ATT avait... Et c'est seulement à l'hôpital du Mali? Seulement à l'hôpital du Mali. Donc Père à son âme, c'est le général ATT qui a payé, qui a mis en place le premier centre de traitement par la radiothérapie. Sinon, avant, nous envoyons tous nos patientes à Dakar. Donc, avec l'ouverture de l'hôpital du Mali... ça a beaucoup allégé. Mais maintenant, c'était une seule machine. Vous imaginez, depuis en son temps, il a remercié qu'il soit au paradis. Puis, après un jour, moi j'étais à une rencontre, j'entends la ministre de la Santé qui disait que le colonel Assimi Goïta a payé une machine de radiothérapie. Je croyais que c'était un rêve. J'ai dit, on va voir. Et effectivement, la machine est là. La machine est là. Et ils sont en train de faire en sorte qu'on puisse avoir parce que c'était une seule machine et elle était surutilisée. Je vous ai dit, plus de 1400 patients. Plus de 1400 cas de cancer du col de l'utérus dans l'année pour une seule machine. Vous imaginez? C'est trop. Et quand tu prends ces 1400, tu vas trouver que plus de 1000 femmes ont besoin de radiothérapie. Parce qu'on les voit à un stade. Oui, il faut vraiment avancer. Même au stade qui ne sont pas trop avancés. Souvent, quand on fait la chirurgie, il faut aller vers la radiothérapie. Après la chirurgie. Ça permet de détruire les cellules cancéreuses qui peuvent être par-ci, par-là. Donc, cette nouvelle, on appelle, je crois, activateur ou réacteur nucléaire, il est là, il est à l'hôpital du Mali. Ils sont en train de faire en sorte qu'il puisse s'installer parce que pour faire la salle de radiochimiothérapie aussi, il y a des normes pour construire le bâtiment, c'est vraiment un bunker pour que les radiations, ne soient pas... Moi, j'aimerais bien savoir, cette affaire de chimiothérapie, radiothérapie, quand on le fait sur une femme qui a déjà le cancer, y a-t-il des effets secondaires après? Ah oui, il y a des effets secondaires, mais qui sont bien gérés par les oncologues. Il y a les radiothérapeutes aussi. Donc ceux qui font la radiothérapie s'appellent les radiothérapeutes. Et aussi, même les radiothérapeutes, ils font souvent de la chimiothérapie aussi. Donc, ces oncologues, ils gèrent très bien ces effets secondaires. Ils les gèrent très bien, il peut y avoir des vomissements, on perd les cheveux. Mais quand on arrête le traitement, c'est des choses qui s'arrêtent. Non, les gens gèrent très bien ces effets secondaires. Les gens n'ont pas, et puis les gens n'ont pas la même susceptibilité par rapport à un traitement. Il y a des gens qui supportent mieux que d'autres. Oui. D'accord. Alors, ici au Mali, nous sommes au Mali, ici au Mali, comment se passe le traitement du cancer du col de l'utérus? C'est-à-dire, dès le début, vous détectez la maladie,
jusqu'à si la personne guérit, alhamdoulilah, ça c'est ce que vous-même vous souhaitez. La personne guérit, ça c'est bien. Comment ça se passe? C'est-à-dire que du début, là où vous dites à la patiente, tu es vraiment infectée du cancer, on commence le traitement dès aujourd'hui. Comment toutes ces étapes-là se passent? Et également les prix. Les prix, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont gratuits, mais il y en a, c'est pas tout aussi qui est gratuit. Il y a des côtés où vraiment il faut investir. Comment ça se passe? Quelles sont les étapes qu'une patiente qui est vraiment infectée par le cancer doit passer avant vraiment de guérir, s'il plaît à Dieu? Ok, dans la plupart des hôpitaux, parce que je vais vous dire, la chirurgie du cancer du col de l'utérus, il y a des gens bien spécialisés là-dedans. Le professeur Ibrahim était un grand spécialiste. Exactement. Donc, le grand patron, le professeur Dolonaï à la retraite. Donc, c'est un grand spécialiste. Il y a d'autres, les gynécos font, les chirurgiens généralistes aussi font la chirurgie du cancer. Mais déjà, on va commencer du diagnostic, c'est-à-dire cancer du col de l'utérus opérable par exemple, qui n'est pas notre quotidien. On veut que ça soit notre quotidien. Opérable, à partir du moment qu'on a diagnostiqué, ça veut dire qu'on a pris une petite partie dans la tumeur, un petit morceau de tissu, ou 2 ou 3 ou 4 morceaux de tissu qu'on a regardé, ça veut dire que, et on nous a répondu, c'est méchant, c'est un cancer. Donc on donne un bilan à la malade, un bilan préopératoire. Parce qu'il faut voir s'il n'y a pas une anémie. C'est une maladie qui fait saigner. Comme je vous ai dit, les signes du cancer du col, c'est des saignements après un rapport sexuel. Et après, ça devient même en dehors des rapports sexuels. C'est des saignements continus, même en dehors des rapports sexuels dans les stades avancés. Donc, ça donne une anémie. Donc, il faudra voir si la patiente n'a pas une anémie. Sinon, il faut attendre, corriger l'anémie pour faire la chirurgie. Sinon, il y a des risques d'arrêt cardiaque sur la table d'intervention. On donne le bilan et on donne la consultation d'anesthésie. Voilà le parcours. Elle fait les bilans au laboratoire. Ensuite, elle vient nous montrer les résultats. Si nous-mêmes nous regardons tous les résultats, avec ces résultats, la patiente va aller voir l'équipe d'anesthésie qui va l'examiner, prendre sa tension, consultation cardiologique, voir est-ce que la technique d'anesthésie que je vais faire chez cette patiente, ça va aller. S'ils sont OK, OK. Ils sont OK avec vous. Elle nous amène cette lettre maintenant et on donne les kits. Avant que MSF ne vienne, donc les malades étaient obligés de payer ces kits. Je sais que dans les hôpitaux publics, c'est vraiment subventionné. C'est vraiment subventionné. Si les gens venaient à l'hôpital, le système de santé au Mali est bien pour moi. Pour avoir vu le système de santé d'autres pays, nous nous approchons de ça. C'est un système de santé qui a une conception sociale. Très sociale. Et la chirurgie du cancer du col de l'utérus, voir tout le temps et tout ce que les gens font au bloc opératoire, quand ils vont voir les prix, c'est vraiment social. C'est vraiment social. Le temps qu'on fait et ce qu'on fait dans le ventre de la femme pour sauver sa vie et toute la chirurgie qu'on fait, parce que quand on enlève l'utérus, les gros vaisseaux qui descendent en bas là, on dissèque tout, on va voir les petits ganglions qui sont là-bas, enlever tout. Après on lave le ventre de la femme et on sort. Et ça peut prendre souvent de 3 heures, 4 heures, souvent 6 heures. Wow. Ça peut être collé à des endroits. Est-ce que vous comprenez? Donc, et moi je sais, si j'ai bonne mémoire, est-ce que l'acte opératoire, est-ce que ça vaut 50 000 francs? Je ne crois pas. Quand j'ai quitté Gabriel, ça devait être 47 500 l'acte opératoire. Et quand tu prends les kits, non, c'est pas 500 000, 800 000. Non. C'est vraiment subventionné. L'État, les structures publiques, les gens font vraiment bénéficier. C'est vraiment une somme forfaitaire qui est là. Quand tu vois la chirurgie qu'on fait et la somme qu'on demande, et voilà. Donc, c'est pas extraordinaire comme argent. Même ça, il y a des gens qui n'ont pas ça. C'est ça qui est pris en charge par MSF. Et c'est ce qui nous fait dire que vraiment il faut venir à l'assurance maladie pour tout le monde. Pour que les gens n'aient pas peur d'aller à l'hôpital. Parce que nous, on s'est dit, peut-être qu'on a ces cas avancés, les gens ont peur. Quand je vais aller, ça sera des dépenses. Est-ce que j'ai les moyens de faire face aux dépenses? Nous, on se dit souvent que c'est pour ça que nous voyons les malades dans des états graves, à des stades avancés. D'accord. Mais moi, je voulais poser une question à Dr Djilay. Au fait, j'ai appris qu'il y a des patientes, quand elles commencent le traitement, elles ne le terminent pas. Il y a d'autres, après chirurgie, elles doivent faire de la radiothérapie, mais elles ne reviennent pas pour ça. Tout à fait. Et vous, en tant que médecin, que faites-vous pour pouvoir résoudre ce petit problème-là? Chaque malade qui vient dans les différentes structures, il y a des dossiers.
Et maintenant, tout le monde a un téléphone portable. Il y a les numéros de téléphone de la patiente. Son rendez-vous est là. Les dossiers sont bien ficelés. Et il arrive d'appeler des malades. Et les trouver. Souvent, on ne les trouve pas. Souvent, c'est vrai, son rendez-vous est passé il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, mais telle patiente, on l'a opérée, on devait la voir, on ne l'a plus revue. Mais la personne peut consulter dans une autre structure. Bien entendu. Mais si c'est là, le plus souvent, ce n'est pas parce que les gens abandonnent, parce que les gens peuvent aller vers le traitement traditionnel. Nous, on ne contre-indique pas ça du tout. Moi, mon avis, c'est que ce sont nos croyances, c'est des médicaments, ces plantes-là. Tout ce que vous voyez comme comprimés blancs, jaunes ou rouges, là, c'est des plantes. Hein? Ça vient pas, c'est pas des trucs extraordinaires. Mais qu'on les soigne à deux. À deux, À deux. Voilà, parce que je vais vous dire, hein, quand vous allez ôter ces patientes de ça, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner parce que si ça fait partie de ses croyances, il faut laisser faire main et que vous soyez l'ami de ces thérapeutes. Sinon, vous allez perdre la malade de vue. Et quand vous allez la voir, elle a une anémie grave. Elle est dans le coma et dans le stade terminal de la maladie. D'accord. Alors, moi, la maladie me fait tellement froid au dos. Que quand j'en parle, sincèrement dit, moi, je me vois déjà à la place de ces femmes-là. Je me vois à la place de ces femmes-là et je me dis, l'entourage. Il faut qu'on sache que nous sommes dans une société africaine. Et l'entourage, comment est-ce que ces genres de personnes sont perçues au sein de la société? Ne sont-elles pas stigmatisées à un certain moment? Parce que comme vous l'avez dit, hein, si la personne n'est pas forte de... une forte mentalité, plus les spécialistes, les psychologues qui sont là pour le suivi, tout ça, là, la personne peut aller en dépression directement. Et à un certain moment, quand tu disais pourquoi elle ne va plus continuer le traitement, le fait également de se sentir d'une certaine façon délaissé des autres peut également te pousser à te recroqueviller sur toi-même et te dire, je laisse à Dieu. Déjà qu'il y a 90% de la religion ici au Mali. À un certain moment, les gens se disent que c'est une maladie qui peut guérir avec le temps. Dieu va aider dans ça. Par contre, il faut vraiment un suivi et un traitement pour vraiment finir, mettre fin à cette maladie-là. Et docteur Djiri, on guérit du cancer du col de l'utérus? Bien sûr. Si on le voit tôt, on guérit complètement. Complètement. Et on va, comme les gens le disent, un jour, tout le monde passe. Et tu vas mourir d'une autre maladie, mais pas du cancer. D'accord. Voilà. Parce que quand on diagnostique tôt le cancer du col ou les lésions précancéreuses, non seulement on enlève l'utérus, on enlève aussi les ovaires. Non seulement tu es protégé des autres cancers de l'utérus, du cancer de l'ovaire, du cancer des trompes. Donc, on guérit complètement. Il y a des malades guéris de cancer du col de l'utérus. Oui, mais est-ce qu'on peut rencontrer une patiente? Est-ce que vous pouvez dire à une patiente tout de suite, d'après un constat et un diagnostic, qu'elle va guérir tout de suite? Ou bien qu'elle va guérir complètement? Ça dépend du stade de la maladie. Comme c'est vous-même qui avez posé la question. Oui, quels sont les stades? Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Quand tu vois une patiente qui est au stade 1, 1A, carcinome in situ, tu as fait tous les bilans, tu as fait les scanners, il n'y a aucun ambassadeur, ça dit ce qu'on appelle les métastases, au niveau du foie, au niveau des poumons, au niveau des os, au niveau du cerveau. Le cancer dans son évolution, les métastases cérébrales, c'est le dernier stade d'évolution. Souvent, c'est les malades qui partent dans le coma. D'accord. Ça, c'est le stade terminal. Quand il n'y a rien, c'est juste limité au col, on a fait tous les bilans, et on dit, madame, vous allez guérir du cancer. C'est sûr. Ça, c'est le cancer carcinome in situ. Il y a ce qu'on appelle les lésions précancéreuses là. Les lésions qui précèdent les cancers. Et quand vous allez voir Google, vous allez voir qu'on écrit dysplasie. C'est ça les dysplasies. D'accord. Les dysplasies du col. Et ils guérissent. On n'a même pas besoin d'opérer. On met de la glace, on met du zulo, comme si on vous met des implants sous-cutanés là. On met un peu de zulo sur le col. La petite partie qui est malade, on enlève juste cette petite partie malade et c'est un petit fragment, on met dans le truc pour voir qu'on a tout enlevé, on est même parti en zone saine et le col cicatrise sans problème. Alors, quand on voit une femme tôt, je vous assure à 100% qu'elle sera guérie de son cancer. Mais est-ce qu'elles peuvent régresser? Est-ce que le cancer peut revenir? Pas seulement parce que l'utérus, si vous faites l'ablation de l'utérus, est-ce que le cancer peut revenir autrement? Si c'est un stade avancé, on n'a pas pu enlever tous les ganglions.
le cancer peut revenir. Et c'est pour cela que même quand on fait la chirurgie, on fait la radiochimiothérapie, c'est les patients qui entrent dans un programme de suivi après traitement. Alors avant, nous sommes presque à la fin de l'émission, mais avant, j'avais une question à vous poser. Combien de temps prend un traitement? Un traitement, ça dépend du stade aussi. Okay. Ça dépend du stade. À partir du moment, nous, le volet chirurgie, moi je peux répondre à ça. Okay. Le volet chirurgie, c'est de préparer la malade et préparer le jour de son intervention. On parvient à tout enlever, sauf la plaie chirurgicale. 5 ou 4 jours après l'intervention, elle peut rentrer chez elle à la maison. D'accord. On fait le pansement de la plaie opératoire, la plaie est guérie. 4 ou 5 semaines après, les radiologues et ceux qui font la chimiothérapie commencent à prendre la patiente en charge. C'est ce qui prend du temps. Ok. C'est ce qui prend du temps. D'accord. Et j'espère que vous allez me laisser parler en bambara. Exactement, docteur Djiré. Quel est votre dernier mot? Quel est votre message à l'endroit de ces femmes-là qui ont peur de se faire dépister, à l'endroit de ces femmes-là qui sont déjà atteintes du cancer et qui ont peur de retourner à l'hôpital pour suivre le traitement, à l'endroit de ces femmes qui... À l'endroit des femmes comme Kari qui ont peur là. Moi je la comprends, c'est une mauvaise référence. C'est pas tout le temps comme ça. Et voilà, vous rassurer, madame. On l'espère, d'accord. Mon dernier mot, j'espère que vous allez le permettre en bambara. Exactement. Bien entendu. Exactement. Ok, mais la même bagarre bella de l'info. Ani baromu ke bi a bolla cancer du col de l'utérus des gars. Donc col de l'utérus ba kana wolo nugu dade. Bana yi akacha anga jamana nunu na kosobe. Bon anga jatimna anga donu na bana yi te bana mu chu moko kan. Bana yi amba fo bana ksere ba ke. Bana ksere ba ke abe soro chen muso ade fe. Mais tamashin fo ita la damne la. Donc ame muso mu gele muso ma ni muso de la gado tieso la. Ik sango san ikata dokotoroso mu assuré la. Sescom bala, CCRF bala dokotoroso ba bala. Ngata ibitaka nana wolo nugu dalaje. Donc sango san chien kele. Sango san chien kele muso beka ngata wolo nugu dalaje. Donc ambo o wole da kane lase muso ma sango san chien kele. Yoro do la fudo yoro do la sa ke keme fly. Amba for de ba sanyi bana force anya for to abugane langa bana me se ka jugu ya fo abe woni bo sugune barala abe woni se ka woni bo bana ko tawaro la donc abe se ka labango jugu di mo ma donc sangono alna soro kemere do keme fla ka to ki ka ta o bo ki yere laje wala sa ni bana ngani soro ni akila muso bela jelen kan ngoke muso bela jelen kan ngoke donc o de la me se ka kan tukuni nyere ya nyini aw fe basa amasi anga kuma fodron aw yere fana kan wa dépistage ke na somo ko munu beni no nulu muso ye aw kan ngo dépistage ke aw bu conseiller na ko nga mo mu akomba aga mo do riba re kan wu takata kataka wulu da sege naje wati digi mo la minute saba nani duru o bara bane parce que do fe bana ndo be wulu dala do be furaga woron na to ya bane wa dimi ba re tala donc o de ga gela ma ko sebe ya fo to mina et puis ntena se ka kuma feni ma cancer du sein fana fo sin bana donc sangoni muso be ikanga ta parce que yoro munu na obe wono nugu dalaje o ro clean na obe se ka sin fana laje mo go ke ka cha sisan donc ni muso la nga table gynéco ka obe sin na je kala ni kuruta la ni jelta la o soro ka wono nugu dalaje. Merci beaucoup, docteur Djiré Yaya Mohamed. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg. C'est un plaisir de partager ces moments avec vous. On espère que des milliers, des millions de femmes puissent vraiment écouter ce message-là, puissent vraiment aller faire le test du cancer du col de l'utérus et également celui du sein. Et également sur ce même plateau, nous parlerons également du cancer du sein dans les jours à venir. Merci à vous les filles, c'est fait un plaisir de partager ce plateau avec vous. J'espère que vous avez pris vous avez beaucoup appris par rapport à ce sujet-là. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez continuer à nous écrire, à nous envoyer vos suggestions, vos questions par rapport à cette maladie-là. Et Dr Djiré serait ravi de vous répondre au 75 75 79 28. Merci de nous avoir suivis. Bon suite de programme sur la panafricaine. Au revoir.